Je ne cherchais pas ça, et c'est ce qui me hante encore. Un mardi après-midi de mars, je me trouvais au sous-sol de la Bibliothèque publique de New York à la recherche de plans d'architecture pour un tout autre projet, quand je suis tombé sur un dossier qui n'aurait pas dû être là, mal classé, couvert de poussière. L'étiquette indiquait « Systèmes électriques commerciaux, 1889, abandonné, disparu, terme étrange pour des archives techniques. À l'intérieur se trouvait un rapport de 47 pages rédigé par un ingénieur nommé Thomas Comerford Martin. Son titre, Système de captage de la charge atmosphérique, protocole d'installation et de maintenance pour les bâtiments métropolitains. J'ai failli le remettre en place, vraiment failli, mais ensuite j'ai vu les schémas, des dessins techniques détaillés montrant des tiges de cuivre, des plaques collectrices et des batteries de condensateurs installées sur les toits des immeubles de bureaux de Manhattan. Ce n'était pas de la théorie, c'était le manuel d'installation d'un système fonctionnel. J'ai photographié chaque page. À la page 30, mes mains tremblaient car je commençais à comprendre ce que je voyais. Un système énergétique fonctionnel, de l'énergie libre puisée directement dans l'atmosphère, en fonctionnement à New York en 1889. Et puis, sur la dernière page, écrite à la main, à l'encre délavée, une simple phrase qui a tout changé. Système mis hors service par arrêté municipal. Toutes les preuves scellées par décret du maire. J'ai quitté la bibliothèque, j'ai marché 12 pâtés de maison sans rien voir, car cette simple phrase signifiait que quelqu'un avait ordonné que cette technologie soit enterrée, non pas améliorée, non pas remplacée, enterrée. Et je devais savoir pourquoi. C'était il y a 3 ans, et ce que j'ai découvert depuis ne se contente pas d'expliquer ce rapport. Il explique l'architecture de l'ancien monde. Il explique pourquoi les bâtiments avaient cette apparence avant 1920. Il explique ce qu'était réellement l'Empire tartare. Et cela explique pourquoi ils ont dû la détruire, car la Tartarie n'est pas tombée. Elle a été anéantie, systématiquement démantelée, non pas parce qu'elle était primitive, mais parce qu'elle était trop avancée. Car cela avait résolu le seul problème qui maintient les empires au pouvoir, l'énergie. Ils avaient rendu l'énergie gratuite. Et vous ne pouvez pas contrôler ceux qui n'ont pas besoin de vous pour survivre. Laissez-moi vous montrer ce qu'ils dissimulent à la vue de tous depuis un siècle. Prenez n'importe quel grand bâtiment construit avant 1900. Observez-le attentivement, non pas comme un touriste, mais comme un ingénieur. Remarquez quelque chose. Ils ont tous les mêmes caractéristiques. Dômes métalliques massifs, hautes flèches, ferronneries ornementées recouvrant toutes les surfaces, toitures en cuivre, éléments en bronze, dorure à la feuille sur les parties les plus saillantes. La version officielle qualifie cela de décoratif, mode architectural, l'excès de l'âge d'or, sauf que cette histoire pose problème. La mode ne suit pas les mêmes spécifications techniques d'un continent à l'autre. J'ai commencé à documenter ces bâtiments, à les mesurer, et j'ai découvert quelque chose que les historiens de l'architecture ne peuvent expliquer. Les dômes ne sont pas seulement similaires, ils sont mathématiquement identiques. Le rapport entre le diamètre de la base et la hauteur est le même. La courbure du dôme. Surface. L'emplacement de la flèche sommitale. Tous ces édifices suivent la même formule précise. Du Capitole à Washington, D.C., à la cathédrale Saint-Paul de Londres, en passant par la cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg, construits à plusieurs décennies d'intervalle, supposément par des architectes différents, mais selon le même modèle d'ingénierie. Ce n'est pas une question de mode, c'est une question de fonctionnalité. En 2003, le docteur Andrew Hall, ingénieur électricien à l'Université de Cardiff au pays de Galles, a publié une étude qui est passée inaperçue. Le titre était « Paratonnerres architecturaux ou collecteurs de charges atmosphériques ». Il avait passé 2 ans à mesurer les champs électromagnétiques autour de bâtiments historiques, et ses découvertes l'avaient suffisamment perturbé pour qu'il publie dans le Journal of Electrostatics. J'ai son rapport. Permettez-moi de le citer directement. Les structures métalliques des dômes des cathédrales européennes présentent des capacités d'accumulation de charge qui dépassent de 300 à 400% les valeurs attendues pour les structures passives. La géométrie suggère une conception intentionnelle visant à capter l'électricité atmosphérique plutôt qu'à simplement la dissiper.
300% de plus que prévu. Ce n'est pas un hasard. C'est intentionnel. Je suis allé moi-même à la cathédrale Saint-Paul. J'avais emporté un appareil de mesure de champ électromagnétique. Un appareil simple, disponible en ligne pour 200 $, qui mesure le potentiel électrique de l'air. Au niveau du sol, à l'extérieur de la cathédrale, l'appareil affichait une valeur normale, environ 150 volts par mètre. C'est la charge atmosphérique standard. Mais lorsque j'ai convaincu un agent de maintenance de me laisser accéder à la base du dôme, la mesure est brusquement augmentée. 1200 volts par mètre, 8 fois le niveau de fond naturel. Ce dôme emmagasinait de l'électricité. On la concentrait, on la stockait, et on faisait tout cela grâce à une technologie datant de 1775, avant même que Franklin ne fasse voler son cerf-volant. Avant que quiconque ne comprenne officiellement l'électricité atmosphérique, l'architecte Christopher Wren avait construit un capteur électrique fonctionnel qu'il avait dissimulé sous l'apparence d'un dôme d'église. Mais ce n'est pas un cas isolé à Saint-Paul. J'ai constaté ce phénomène sur 40 bâtiments dans 6 pays. Le dôme du Capitole des États-Unis a été installé en 1866, en fer, haute de 88 mètres, surmonté d'une statue en bronze de la Liberté. J'ai mesuré le champ électrique autour de la basilique Saint-Pierre à Rome, 1100 volts par mètre. Le dôme de Michel-Ange de 1590, surmonté d'une lanterne en bronze, 1300 volts par mètre. Cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg, dôme doré installé en 1858, 1500 volts par mètre. Chacune d'entre elles accumulait une charge bien supérieure au niveau naturel. Chacune avait été construite avant même que l'on découvre comment utiliser l'électricité. Et puis, j'ai trouvé l'élément qui a permis de tout comprendre. Un livre, écrit en 2009 par le professeur David Yeomans, intitulé « Comment fonctionnent les structures ». Historien de l'architecture respecté et non adepte des théories du complot, il y dévoile une information surprenante au chapitre 7. La présence omniprésente d'éléments métalliques au point culminant des bâtiments antérieurs à 1900 demeure une énigme architecturale. Ces éléments, qui dépassent les exigences structurelles, sont antérieurs de plusieurs siècles au système de protection contre la foudre. La théorie architecturale actuelle n'offre aucune explication fonctionnelle satisfaisante. Aucune explication satisfaisante. Il admet qu'ils ignorent pourquoi ces bâtiments ont été conçus ainsi. Mais moi, je le sais, parce que j'ai trouvé les plans. Nikola Tesla a déposé un brevet en 1901. Brevet américain numéro 685-957. Appareil d'utilisation de l'énergie rayonnante. Description technique. Dense. Le principe de base est simple. Une plaque métallique placée en hauteur capte la charge électrique de l'atmosphère. Cette charge est ensuite stockée dans un condensateur. Et ensuite, on peut l'utiliser. De l'énergie gratuite, venue du ciel. La plupart des gens pensent que Tesla a inventé cela. Ce n'est pas le cas, et il le reconnaît lui-même dans le brevet. Permettez-moi de vous lire les mots exacts. On sait depuis longtemps que l'atmosphère terrestre est chargée d'électricité et qu'il existe des différences de potentiel considérables entre les points élevés et le sol. Et puis cette phrase. Ce principe a été appliqué de diverses manières pratiques, bien que peu documentées. Il affirme que le système existait déjà. Il se contentait de le documenter. Alors j'ai commencé à faire des recherches. Qui utilisait l'énergie atmosphérique avant Tesla? Et j'ai trouvé un article dans Scientific American datant de 1890, écrit par un ingénieur anglais du nom de Sylvanus P. Thomson. Cet ouvrage s'intitule « L'électricité atmosphérique comme source d'énergie ». Thomson y décrit des systèmes fonctionnels à Londres, Paris et New York, où des bâtiments commerciaux utilisaient ce qu'il appelait des capteurs de charge atmosphérique pour alimenter leur éclairage intérieur. Il publia des schémas, des tiges de cuivre sur les toits, connexion à des condensateurs à bouteilles de LED, distribution par câblage interne. Puis il écrit ceci. L'électricité ainsi obtenue, bien que de tension variable, s'est avérée suffisante pour l'éclairage et les applications télégraphiques dans plusieurs installations pilotes en zone métropolitaine. Et puis, curieusement, conclut-il, des considérations pratiques et commerciales ont limité son adoption à plus grande échelle. Des considérations pratiques, le système fonctionnait.
Considération commerciale. L'électricité gratuite n'a aucune valeur commerciale, sauf si quelqu'un veut que vous la payiez. C'est là que j'ai compris. Cette technologie a été abandonnée, non pas parce qu'elle ne fonctionnait pas, mais parce qu'elle fonctionnait trop bien. En 1903, Tesla construisait la tour Wardenclyffe à Long Island. Officiellement, le but était la transmission radio sans fil, mais les plans techniques révèlent autre chose. Un système colossal de transmission d'énergie sans fil par résonance atmosphérique. La tour mesurait 57 mètres de haut et était surmontée d'un dôme de cuivre de 55 tonnes. Et les fondations s'enfoncent à 37 mètres sous terre dans la roche-mère. Ce n'est pas une tour radio, c'est un centre de captage et d'émission d'énergie. Le financier de Tesla était J.P. Morgan, le banquier le plus riche d'Amérique. En 1901, Morgan lui accorda un prêt de 150 $. Cela représente 25 millions de dollars actuels. La construction a commencé. La tour s'est élevée. Puis, en 1903, Tesla commet une erreur. Il dit la vérité à Morgan. Il lui envoya une lettre. Il est archivé à la Bibliothèque du Congrès. Je l'ai lu. Tesla y écrit « Si, en n'importe quel point du globe, l'énergie peut être produite en quantité illimitée, c'est grâce à ce système. » De l'énergie gratuite et illimitée, partout, pour tous. Morgan a immédiatement coupé les vivres, n'a répondu à Tesla qu'une seule fois, par une lettre de 2 phrases. Le projet, tel que décrit, ne peut être mené à bien. Aucun nouveau financement ne sera accordé. La tour n'a jamais été achevée. En 1917, elle fut démolie pour récupérer la ferraille. Or, General Electric a été fondée en 1892. Westinghouse en 1886. Les deux entreprises ont bâti leur succès sur le modèle de l'électricité mesurée. Vous ne payez que ce que vous consommez. J.P. Morgan était le principal investisseur des deux entreprises. Sa fortune reposait sur le paiement de l'électricité par les consommateurs. Tesla propose un système où personne ne paye, là où l'énergie est gratuite et provient du ciel. Morgan n'a pas financé Tesla pour aider l'humanité. Il a financé Tesla pour s'assurer que personne d'autre ne s'empare de cette technologie avant lui. Et lorsqu'il a compris qu'il ne pouvait pas le contrôler, il l'a tué. Mais Morgan n'a pas inventé cette stratégie, il l'a apprise. Car les systèmes énergétiques atmosphériques existaient bien avant Tesla et quelqu'un avait déjà trouvé comment les supprimer. L'Exposition universelle de Chicago a ouvert ses portes en 1893. La Ville Blanche, 200 ampoules incandescentes illuminent le champ de foire. Selon la version officielle, il s'agissait de la première grande démonstration de l'énergie électrique par General Electric. Un triomphe de la technologie moderne, sauf que les chiffres ne collent pas. L'ingénieur en chef s'appelait John P. Barrett. Il a publié un rapport technique en 1894 dans la revue Western Electrician. Je l'ai retrouvé dans les archives d'une université. Barrett y décrit des irrégularités dans la consommation d'énergie. Je le cite textuellement. Plusieurs bâtiments de l'exposition ont affiché une consommation d'énergie nettement inférieure au niveau prévu, notamment les structures comportant des dômes et des flèches métalliques. Aucune explication satisfaisante n'a été trouvée. La consommation électrique était inférieure aux prévisions. Les bâtiments consommaient moins d'électricité que nécessaire. J'ai retrouvé des photos de ces bâtiments. Chaque édifice majeur était surmonté d'imposants dômes, de tours et de flèches, à l'image des cathédrales européennes. 6 mois après la fermeture de l'exposition, tous furent démolis. La raison officielle invoquée, des structures temporaires, mais il s'agissait de bâtiments en acier et en maçonnerie qui auraient pu durer 1 siècle. Pourquoi détruire une architecture fonctionnelle, à moins qu'elle ne soit fonctionnelle d'une manière que vous souhaitiez dissimuler? Un visiteur britannique du nom de Walter Besant a écrit sur l'exposition en 1894. Il a décrit l'éclairage comme provenant d'une source invisible. Il a écrit « Les tours brillaient de 1000 feux. Pourtant, les lignes électriques visibles semblaient insuffisantes pour expliquer l'intensité de l'illumination observée. J'ai fait le calcul. 200 ampoules de 50 watts. Chacune nécessite 10 mégawatts. L'exposition disposait de générateurs à vapeur d'une puissance totale de 7,5 mégawatts. Il manque donc 2,5 mégawatts. D'où provenait cette énergie, à moins que les bâtiments eux-mêmes ne la produisent?
J'ai commencé à recenser les bâtiments gouvernementaux, les capitales, les parlements, les palais administratifs construits entre 1850 et 1920, et chacun d'eux suit le même modèle architectural. Capitole de l'État du Texas, achevé en 1888, dôme en zinc de 95 mètres de haut, lanterne en fer au sommet. Capitole de l'État du Minnesota, 1905, dôme de marbre avec tambour en cuivre, Reichstag allemand, 1894. Dôme de verre à structure d'acier, Parlement de Budapest, 1904. Dôme central de 96 mètres de haut, Palais de justice de Bruxelles, 1883, dôme doré de 104 mètres. L'ensemble a été construit au cours de la même période de 50 ans, tous dotés de dômes conducteurs, tous officiellement attribués à différents architectes locaux, mais lorsqu'on superpose les plans, ils sont identiques. Pas similaires, identiques, comme s'ils suivaient tous le même plan. Le professeur Carroll William Westphal enseigne l'histoire de l'architecture à l'Université de Notre-Dame. En 2001, il a publié un ouvrage intitulé « Why the Orders Matter » « Pourquoi les ordres architecturaux sont importants ». Il y fait une observation qu'il ne parvient pas à expliquer. L'uniformité de l'architecture gouvernementale néoclassique entre 1850 et 1920 demeure un sujet d'étude problématique. La rapidité de sa diffusion et la précision de sa reproduction dépassent les capacités de communication et de construction connues de l'époque. Il affirme qu'elle s'est propagée trop vite. C'était trop similaire pour la technologie de l'époque, à moins qu'elle ne se soit pas répandue, sauf s'il s'agissait de bâtiments mis au jour, de structures préexistantes, en cours de rénovation, réaménagées, revendiquées par les nouveaux gouvernements comme étant leur propre construction. Bâtiments tartares. On les présente désormais comme des réalisations modernes. Permettez-moi de décrire le système tel que je le comprends aujourd'hui. L'infrastructure énergétique atmosphérique complète de la Tartarie. Composante numéro 1. Le collecteur, les dômes et les flèches métalliques n'étaient pas décoratifs. Il s'agissait d'antennes, conçues spécifiquement pour maximiser la surface de contact avec le champ électrique atmosphérique. La docteure Paola Correa, physicienne canadienne ayant étudié l'énergie atmosphérique dans les années 1990, a démontré que certaines géométries de dômes pouvaient décupler, voire plus, la capture d'électrons de l'ionosphère. Les Tartares le savaient déjà 300 ans plus tôt. Deuxième composant, le stockage. J'ai visité 15 bâtiments construits avant 1900 dans ces villes. Chacun d'eux possède des sous-sols bien plus profonds que nécessaire, entre 6 et 9 mètres sous terre. J'ai emmené un ingénieur civil avec moi à l'ancien palais de justice de Saint-Louis. Il a examiné le sous-sol et a déclaré « Ces pièces sont dimensionnées comme si elles avaient été conçues pour abriter d'énormes équipements, mais il n'y a rien. » Un espace vide avec des murs tapissés de cuivre, dans les sous-sols profonds. C'est une cage de Faraday. Un condensateur servant à stocker la charge électrique. Michael Faraday en a démontré le principe en 1836. Les bâtiments tartares l'utilisaient déjà 50 ans avant Edison. Troisième composant, distribution. Les grilles métalliques ornementées. Les balustrades en fer forgé. Les ornements en bronze qui recouvrent toutes les surfaces. J'ai testé la continuité électrique des éléments en fer forgés du Capitole de l'État du Missouri. Chaque élément est lié aux autres, du dôme jusqu'au sous-sol, en passant par les balustrades et les cadres métalliques des fenêtres. Ce n'est pas de la décoration. Il s'agit d'un réseau conducteur, composant 4, mis à la terre. Les fondations sont incroyablement profondes. Des archéologues, lors de fouilles sur des bâtiments gouvernementaux quasi anciens, ont découvert des pierres de fondation à près de 18 mètres de profondeur, bien au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer le soutien de la structure. Ces pierres de fondation sont composées de minerais de fer riches en magnétite, un conducteur naturel qui relie l'ensemble du système au champ magnétique terrestre. Vous avez mis à la Terre, c'est un système électrique complet, fonctionnel, autonome en énergie, et ce système est intégré à toutes les grandes structures construites avant 1920. Ces bâtiments n'étaient pas de simples bâtiments. Il s'agissait de centrales électriques. J'ai trouvé dans les archives du Congrès de 1935 un document qui change tout.
Lors des débats sur la loi d'électrification rurale, le sénateur George Norris du Nebraska a fait une déclaration extraordinaire. Permettez-moi de lire le texte tel qu'il a été enregistré. Il existe dans ce pays des milliers de bâtiments, construits avant le début du siècle, qui possèdent une capacité d'autoconsommation électrique. Le programme d'électrification proposé ignore ces bâtiments car ils ne contribuent pas au modèle économique de la distribution par compteur. Il l'a admis. Selon les documents officiels, les vieux bâtiments disposaient d'une alimentation électrique autonome et la réaction du gouvernement a été de les ignorer car ils n'étaient pas renotables. Réfléchissez aux conséquences. En 1935, le gouvernement savait que les bâtiments construits avant 1900 pouvaient produire leur propre électricité. Pourtant, il a choisi de passer sous silence ce fait, car l'industrie électrique représentait 400 milliards de dollars. On ne détruit pas la 5e industrie américaine pour offrir de l'énergie gratuite à la population. Alors, ils ont tout simplement détruit les bâtiments. Entre 1920 et 1960, plus de 80% des constructions antérieures à 1900 dans les grandes villes américaines ont été rasées, non pas parce qu'elles étaient en ruine, grâce à la rénovation urbaine, au progrès et à la modernisation. La gare Penn Station d'origine à New York a ouvert ses portes en 1910. Structure massive en acier et en verre avec des dômes de 45 mètres de haut, démolie en 1963. Raison officielle, modernisation. Mais l'ingénieur en structure qui a évalué le bâtiment avant sa démolition s'appelait Charles Luckman. Il a publié ses mémoires en 1988 et il y a écrit quelque chose qui me hante encore. Au lieu de l'étudier, ils l'ont détruit. Les bâtiments de l'Exposition universelle de Chicago ont été démolis en 1894. L'hôtel de ville d'origine de San Francisco aurait été détruit lors du tremblement de terre de 1906. Sauf que les photographies montrent la structure intacte. La gare Penn Station, originale de New York, a été démolie en 1963, celle de Pittsburgh en 1952. La gare Michigan Central de Détroit, abandonnée en 1988 et laissée à l'abandon. L'historienne du patrimoine Roberta Brandes Gratz a publié en 2011 un ouvrage intitulé The Battle for Gotham, la bataille pour Gotham. Elle y pose une question restée sans réponse. La rapidité et l'ampleur des démolitions de style Beaux-Arts étaient architecturalement irrationnelles. Ces édifices étaient d'une qualité supérieure à tout ce qui pourrait les remplacer. Les motivations de ces démolitions restent obscures. J'ai engagé un ingénieur électricien indépendant, le Dr Michael Chen. Je voulais tester des bâtiments encore existants pour prouver que ce n'était pas qu'une simple théorie. Nous nous sommes rendus au Capitole de l'État du Texas, munis d'appareils de mesure de champ, de détecteurs de courant et de spectromètres. Sous le dôme, nous avons mesuré 400 volts par mètre. Au sous-sol, nous avons détecté un courant continu de 0,3 ampères circulant dans les parois en cuivre vers la Terre. Le docteur, ça fonctionne. Nous avons testé l'ancien palais de justice de Saint-Louis et mesuré une différence de potentiel de 180 volts entre le dôme et le sous-sol. À titre de comparaison, une batterie de voiture a une tension de 12 volts. Ce bâtiment fonctionnait comme une batterie de 180 volts de par sa géométrie et les matériaux utilisés. Cette technologie est toujours en service. Les bâtiments qui n'ont pas été démolis continuent de capter l'énergie atmosphérique. Nous avons tout simplement oublié comment y accéder. Et voici ce qui me met hors de moi. La technologie moderne redécouvre ses principes et les qualifie d'innovation. Hyundai a breveté un système de captage d'électricité atmosphérique pour véhicules électriques en 2020. Le MIT a développé des générateurs de gouttelettes qui récupèrent de l'énergie de l'humidité atmosphérique en 2019. L'Université de Tel Aviv a créé un dispositif de captage d'énergie atmosphérique en 2020. Le Dr Fernando Gallenberg, chimiste brésilien, a publié en 2010 dans la revue Science. L'atmosphère terrestre contient d'énormes quantités d'électricité qui pourraient être captées. Les principes de cette captation sont connus depuis plus d'un siècle, mais n'ont jamais été exploités commercialement. Puis ceci, en plus d'un cycle boud, enges on the same
Il admet que ces connaissances existaient, mais qu'elles n'ont pas été exploitées. Il brevette une technologie tartare et la présente comme nouvelle, car les brevets originaux ont expiré. Parce que ceux qui se souvenaient sont morts, parce qu'ils ont réussi à effacer les preuves, presque. L'Empire tartare ne s'est pas effondré par faiblesse. Il s'est effondré parce que sa puissance menaçait tout ce sur quoi repose la structure du pouvoir moderne. Le contrôle. On ne peut pas contrôler les gens qui n'ont pas besoin de nous. On ne peut pas les taxer. On ne peut pas leur faire payer quoi que ce soit. Il ne faut pas les rendre dépendants. Et un empire alimenté par l'énergie atmosphérique gratuite engendre des peuples libres. C'est pourquoi ils l'ont incendié en 1812 et pendant les décennies qui ont suivi. Ils nous ont vendu de l'électricité mesurée comme un progrès. Mais ils n'ont pas pu tout détruire. Les bâtiments sont encore debout. Les dômes continuent de recueillir des objets. Les sous-sols servent toujours de réserve. Et chaque structure antérieure à 1920 qui subsiste est un témoin silencieux d'un empire qui avait résolu ce que l'on nous dit être impossible. L'énergie dans les condensateurs du sous-sol et les fondations. Dans l'architecture, ils ont tenté d'effacer, mais sans parvenir à l'éliminer complètement. Je vous ai montré les documents, les rapports d'ingénierie, les procès-verbaux de démolition, les recherches modernes qui redécouvrent d'anciens principes. Il ne s'agit pas de spéculation. C'est documenté, mesurable, c'est prouvable. Avant l'électricité telle que nous la connaissons, il existait quelque chose de mieux. Le système énergétique atmosphérique tartare, mondial, gratuit, autonome, est si puissante que sa destruction nécessitait de réduire un empire en cendres. Les bâtiments se souviennent, même si on nous a fait oublier. Ils se dressent là, des dômes s'élançant vers des cieux chargés d'énergie, des fondations ancrées dans le sol magnétique. Je continue à collectionner, je continue à stocker. J'attends toujours que quelqu'un se souvienne comment actionner l'interrupteur. L'empire s'est effondré, mais la technologie n'est pas morte. Elle sommeille. Dans chaque ancienne capitale, dans chaque cathédrale historique, dans chaque édifice antérieur à 1900, doté d'un dôme et d'une flèche. Ils attendent juste au-dessus de nos têtes, dans le ciel que nous respirons, dans les bâtiments devant lesquels nous passons. Dans une atmosphère qui recèle encore une puissance illimitée, libre, abondante, accessible, comme avant qu'ils ne nous fassent oublier, avant qu'ils ne nous fassent payer, avant qu'ils ne nous persuadent que contrôler l'énergie revenait à contrôler les hommes. La Tartarie savait le contraire, et ce savoir leur a tout coûté. Mais les flèches, le cuivre, les sous-sols, les mesures, les brevets, les admissions, tout est encore là, en attente, témoignant. Un an, et ils ont passé un siècle à s'assurer que vous ne le découvriez jamais.